Voilà. Je suis sur le bon créneau. Fichier en ligne, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être présents du coup pour cette première conférence de cette année. C'est déjà la troisième année qu'on fait ça avec Christian Torel et la librairie Ombre Blanche du coup pour des raisons à la fois de plaisir, j'allais dire, parce que c'est une très bonne librairie quand même. Enfin, je dis pas ça parce qu'ils m'ont invité à faire la conférence. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne librairie. Et du coup, on travaille aussi ensemble avec la librairie Ombre Blanche sur des projets éditoriaux. Donc moi, je suis à la fois là avec une casquette multiple. Je suis bien sûr là pour aujourd'hui de manière très décontractée pour faire comme d'habitude maintenant, donc depuis 3 ans, une petite conférence autour du livre d'artiste. Donc vous parlez du livre, vous racontez un petit peu des petites anecdotes. Voilà, j'ai prévu le truc, mais l'idée c'est d'être aussi un peu suffisamment décontracté pour que je puisse vous dire un peu ce que j'ai en tête, et puis que vous puissiez bien entendu aussi, n'hésitez pas à me poser des questions, même pendant la conférence, hein, si vous avez la moindre question, je pense que ça sera plus vivant de cette manière-là. Et également du coup, parce que c'est vrai que la librairie Ombre Blanche accompagne alors une deuxième casquette, je dis conférencier pour aujourd'hui, également éditeur, hein, modeste mais militant à ma manière, donc puisque non seulement je parle du livre d'artiste, j'enseigne aux Beaux-Arts, ça c'est la troisième casquette. Euh, J'enseigne aux Beaux-Arts en tant que professeur d'art plastique et puis édition, qui est une question qui m'intéresse, et plus particulièrement la question du livre d'artiste, bien entendu. Je publie des livres d'artistes aussi. En tant qu'éditeur, on fait 4 bouquins par an à peu près, avec notamment une revue blanche, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler un tout petit peu aujourd'hui. Et puis la dernière casquette, qui est peut-être en fait la première, c'est que je suis tout simplement plasticien, artiste comme on dit, mais je préfère le terme de plasticien. Donc je fais des livres, je fais des expos, je bosse un peu. Voilà, puis cette traversée-là, moi, elle m'intéresse, le fait d'être... j'ai récemment... je vais arrêter de parler de moi, hein, promis. J'ai récemment soutenu une thèse, et c'est vrai que la question du statut de l'artiste, à la fois être artiste, mais aussi de pouvoir en parler, de pouvoir écrire dessus, de pouvoir réfléchir sur sa pratique et d'avoir finalement une espèce de va-et-vient entre différentes postures, moi ça me convient bien. Alors, on est là pour 1 heure à peu près, hein, 1 heure, 1 heure et demie, je ne veux pas non plus, après on va avoir faim. Donc je vais essayer, je ne vais pas faire trop long. Aujourd'hui, on est donc sur le premier thème, ça va être la collection. Voilà, le livre d'artiste et la collection. Qu'est-ce que c'est qu'une collection et puis qu'est-ce que c'est une collection dans le cadre du livre d'artiste. La prochaine, ça sera dans 2 semaines. Donc je vous le dis déjà, j'enverrai un petit mail à ceux qui sont sur ma newsletter, on va dire. Et puis pour les autres, je vous renvoie bien entendu au bulletin d'Ombre Blanche. Donc dans 2 semaines, je crois, hein, de mémoire, il y aura le deuxième événement qui sera cette fois-ci autour de la poésie du livre, la poétique du livre. Pas au sens poétique littéraire, hein, ce sera une approche un peu différente. C'est le livre qui parle du livre, quoi. Qu'est-ce que c'est dans le livre d'artiste? La question du livre qui s'interroge sur ce que c'est que faire un livre. Bon. Et la troisième et dernière conférence qui sera fin avril sera un peu particulière puisque j'aurai un échange avec Patrick Bosch, Patrick Meunier, pardon, Meunier-Bosch, qui est un éditeur, hein, qui a de la région, on va dire, et qui fera une installation des livres, et puis on aura un échange ensemble. Ce sera, je pense, un moment très sympathique et très intéressant. Allez, je me lance du coup avec la présentation. On a... Ah oui. Alors non, ça doit être le 1er avril. C'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, pardon. C'est le premier samedi. Samedi 1er avril, hein, c'est ça? Ouais, de mémoire, quelque chose comme ça. Alors, ouais, c'est ça. Alors, je commence ici. Vous avez une petite image qu'on voit pas bien du coup, hein. Ça va, vous la voyez quand même? Bon, il y a de la lumière, hein. Alors, tout est éteint. Est-ce qu'on peut éteindre tu croyais que ça va changer grand-chose? Je me demande si c'est pas... Oh, ça va aller. Ah, je vais les décrire, ça ira très bien. Alors, eh bien, on est avec Boltanski ici. Je vais finalement assez vite commencer par Boltanski, dont j'ai déjà parlé un petit peu. Certains connaissent déjà cet artiste-là, qui est un artiste assez connu. Et alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la collection? C'est assez simple, en fait, hein, sur le point de départ. Une collection, c'est effectivement l'idée de rassembler des objets, des signes, des formes, des images, finalement rassembler un peu ce qu'on veut, autour d'un point commun. Hein, on pourrait finalement
rassembler, réduire le principe à ça, c'est aller glaner, aller accumuler, aller inventorier quelque part des choses, des éléments, des signes, des objets, à partir effectivement d'un point commun les rassemblant, voire même d'une espèce de règle du jeu. Voilà, ça serait une définition liminale. On pourrait dire que, d'abord, la première chose que j'aurais pu dire, c'est que dans le champ du livre d'artiste, il y a énormément de livres de collection. Entendu, des livres qui vont effectivement déployer à l'intérieur de la séquence et de la sérialité des pages. Hein, on est d'accord. C'est aussi peut-être une première remarque qui pourrait être toute bête à dire, c'est qu'un livre se prête particulièrement à la logique de la collection, pour des raisons plastiques, pratiques. Une page, puis une autre page, puis une autre page, chaque page ayant le même format, donc étant presque démocratiquement équivalente à la précédente, ou scientifiquement équivalente à la précédente, et j'utilise déjà un terme à dessein, puisque la question de la collection pourra être reliée à la question de la science chez un certain nombre d'artistes, alors une certaine approche de la science, mais... Et du coup, c'est vrai que l'objet livre est en soi un véhicule, un médium particulièrement, on va dire, préparé pour accueillir des collections, et pouvoir, de manière assez simple, mettre un objet sur une page, un deuxième sur une autre, et déployer dans la durée du livre lui-même, cette logique comme ça d'évolution, d'avancée, d'accumulation, d'exhaustivité éventuellement pour certains. Donc énormément, on va en voir quelques-uns, mais il y en a vraiment énormément dans l'histoire du livre d'artiste. Peut-être aussi signifier qu'il faudrait probablement faire des nuances, c'est-à-dire qu'une collection n'est pas une collecte. Le fait de collecter n'est pas le fait de la collection. Enfin, on essaiera de voir des petites nuances par rapport à ça. Il y a des collections plus ou moins organisées. Il y a des collections qui s'organisent simplement dans la durée de la collection elle-même. Je trouve un objet par terre, j'en trouve un deuxième, j'en trouve un troisième, tchac, ça fait effectivement une espèce de marche de collecte. On peut avoir des collections au contraire très orientées, à la limite du scientifique. On peut avoir des collections exhaustives, on peut avoir des collections non exhaustives. Je veux dire, si on veut ramasser... J'étais à Londres il n'y a pas longtemps, je me suis mis à ramasser des chewing-gums par terre. Ne me demandez pas pourquoi, je sais que c'est bizarre. J'ai ramassé des chewing-gums par terre, j'ai fait une collection de chewing-gums. Et là, c'est super. Et là, j'ai collecté des petits bouts de plastique, j'ai collecté des petites capsules de bouteilles, etc., etc. Et j'ai constitué comme ça une espèce d'inventaire un peu des rebuts urbains qu'on peut trouver directement dans la rue. Voilà. Là, ici, la collecte s'organise vraiment dans le mouvement de la marche. Et c'est dans la marche elle-même qu'on va pouvoir glaner, récupérer tel ou tel élément. On verra qu'il y aura des collections qui seront d'ailleurs peut-être pas des collections, ce sera plus des inventaires finalement. Hein, où on sera là peut-être plus clairement dans un travail d'exhaustivité ou à la manière par exemple d'un collecteur de timbres qui va avoir envie d'avoir ce timbre en particulier qu'il n'a pas. Bon, moi, je n'avais pas particulièrement envie d'avoir la capsule, je voulais avoir des capsules. Bon, je donne cet exemple-là en vrac, mais une petite phrase que j'aime bien des Lewis Mumford, que je ne connais pas par ailleurs, j'ai trouvé cette phrase. Il y a une esthétique des ensembles et des séries comme il y a une esthétique de l'unique et de la non-répétition. Et c'est vrai que là aussi, mais je vais peut-être arrêter de présenter, je vais quand même commencer à montrer des images, cette idée que le livre d'artiste, c'est multiple. Je l'ai déjà dit plusieurs fois les années précédentes, je ne vais pas y revenir trop, mais c'est cette idée qu'on ne va pas être dans un objet sacralisé, on ne va pas rejouer les protocoles de la belle œuvre d'art au musée. Au contraire, on assume le fait qu'on en fait 10, 20, 1000, etc. Et du coup, la collection, c'est multiple aussi. Mais c'est le multiple d'une manière un peu particulière, puisque c'est le multiple unique. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Chaque élément est unique, mais il est en même temps unique dans une série qui elle-même est multiple. Donc du coup, ça permet aussi d'une certaine manière de jouer et de rejouer des choses relevant de ce questionnement de l'unique et de la répétition. Il y a une esthétique de la répétition et du multiple. Bon. Alors, un livre un peu bizarre pour commencer, mais je le trouve amusant, c'est un livre de Sarkis. Sarkis, qui s'appelle Blackout, et qui est une collection de couleurs, des couleurs utilisées pour le camouflage par les armées. Donc on va avoir une collection effectivement de différents types de camouflage. Donc déjà on voit qu'il y a collection, mais que le sujet de la collection, vous le verrez, sera toujours un sujet extrêmement joueur. Il ne s'agira pas de collectionner des timbres, aucun intérêt, ça a déjà été fait. Il s'agira au contraire presque de déployer une sorte d'inventivité presque poétique dans le désir d'aller observer quelque part la variété du monde.
en jouant effectivement une ligne directrice spécifique. Alors là, il est un peu taquin, Sarkis, je ne sais pas si vous voyez, puisqu'il a imprimé en plus les camouflages en noir sur noir, pour les camoufler. Donc c'est un livre qui camoufle le camouflage, etc., etc. En fait, on peut les voir. Là, on ne le voit pas, parce qu'il y a une différence de brillance. D'accord, la graisse n'est pas la même. Donc c'est déjà un objet plastique à part entière. Enfin, toutes les images que je vous montrerai ne seront que des images assez pauvres en vis-à-vis de l'objet lui-même qu'on pourrait avoir entre les mains et regarder. Ce ne sont que des évocations un peu palotes de ce qu'on pourrait voir. Un autre exemple ici avec Alighiero Boesi et Anne-Marie Sozo Boesi, avec un livre qui s'appelle Classifying the 1000 Longest Rivers in the World, 77, qui consiste à classifier les fleuves, les 1000 fleuves les plus longs du monde. C'est une recherche qui est complètement absurde, honnêtement, puisqu'il s'agit, là encore, de jouer ou de rejouer un protocole extrêmement exigeant. C'est un travail qui va leur prendre 3 années. Compiler, rassembler, faire une somme documentaire, récupérer les infos, les trier, les archiver, créer des classeurs, etc. Tout ça pour trier sur 1000 pages, c'est un ouvrage presque encyclopédique, sur 1000 pages, tous les différents fleuves du monde, triés par ordre de grandeur. Alors il raconte notamment, le livre s'organise de manière assez simple, même de manière assez froide a priori, hein. Simplement le fleuve, les différentes informations, et en bas de page, toutes les informations connexes alimentant l'enquête qui a été la leur. Et il raconte que c'est compliqué en fait, parce qu'il y a des fleuves qui n'ont pas une longueur récurrente, et ça dépend des époques de l'année. Il y a des fleuves qui se rétractent, qui s'agrandissent, ça dépend s'il a plu, s'il n'a pas plu, etc. Et du coup, ils essayent de jongler quelque part à l'intérieur de ces difficultés-là, tout en sachant que l'objectif finalement est plus poétique que vraiment scientifique, mais cette scientificité-là va être quelque part mise au service de la poésie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce jeu de va-et-vient, il est intéressant parce qu'il montre bien qu'au XXe siècle, il va y avoir le désir chez un nombre d'artistes de ne pas laisser la science avoir la mainmise quelque part totale sur le... Ou en tout cas peut-être tout simplement dire qu'il y a une esthétique de la science et qu'on peut jouer quelque part des protocoles et des dispositifs scientifiques pour les rejouer d'une manière sensiblement différente à l'intérieur du jeu de l'art en lui-même. Oui, dis-moi. Donc là, c'est intéressant, si on peut revoir la page. Oui. C'est où naît le fleuve, la naissance du Oui. fleuve, où il se jette. C'est très important. Oui, exact. Là, en haut, ce sont tous les lacs. C'est ça? Cordillère, etc. Donc, ça, c'est... Oui, c'est toutes les informations successives. Ouais. Moi, dans ma tête, ça explose. Oui, bien sûr. C'est par exemple l'Amazonie. Tout ça, ça nous amène. C'est très fort en présentation. Parce que nous, on a créé avec cette preuve, c'est des choses extraordinaires. Je suis assez d'accord avec ça. Même la... Oui, oui, oui. Notre désir, quoi. Enfin, c'est énorme. Il y a différentes... Il y a différentes formes de listes. Par exemple, il y a des listes, on verra tout à l'heure Paul Armanguette qui a utilisé beaucoup des protocoles comme ça aussi, qui était un ancien botaniste d'ailleurs avant d'être artiste, et qui va faire notamment des lectures à voix haute, alors des livres avec des listes de noms latins. Sauf que le nom latin est un peu déconnecté de sa fonction botanistique d'origine, mais il est lu, et il fait notamment des performances où il les lit, et où quelque part, étrangement, comme quand on allait à la messe peut-être à une certaine époque, hein, on ne comprend pas, mais c'est beau. Et il y a presque une beauté parfois moi j'aime bien aussi chez Proust les noms propres. Je sais pas, dans la recherche du temps perdu, vous avez des noms propres comme c'est à Larigot, des noms de villages, de lieux dits, etc. Et il y a une poésie du nom propre. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où c'est, mais quelque part la simple évocation du nom propre en lui-même est déjà poétique. Elle évoque des paysages, elle construit des espèces de lieux qui sont à la fois mentales, etc. Donc il pourrait y avoir une esthétique effectivement poétique presque de la liste ou du nom propre, qui sont toujours des noms étranges, quoi. Là, derrière toi, c'est écrit Amazon Apurimac. Ouais. Et Apurimac, c'est magnifique aussi. Ouais, c'est pas mal Apurimac. Hein. Ouais, ouais. Missouri, Red Rock, Missy. Et bien voilà, on va... Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, peut-être un petit élément, puis je vais finir là-dessus, mais c'est un élément important hein, que je souligne dès que je le peux, en fait, parce que moi, il m'intéresse aussi beaucoup par ailleurs, c'est le rapport à l'auteur. Cette idée qu'effectivement, j'ai parlé de la science déjà un petit peu, je vais en reparler un petit peu après, et cette idée quelque part que
ces protocoles-là de collecte, d'inventaire, etc., ils renvoient à une préoccupation qu'on a beaucoup dans ces années 60 et 70 et qui ne cesse de revenir depuis, c'est la question de la place de l'auteur dans l'art. On peut dire de manière un peu générale que l'auteur a toujours été, la notion d'auteur ou d'artiste a toujours été consacrée. On peut aussi penser qu'elle a été surconsacrée et que notamment dans les années 50, on va avoir toute une génération d'artistes d'après-guerre, des expressionnistes abstraits aux États-Unis, des gens comme Pollock, de Kooning, tout le lyrisme de la peinture abstraite et de l'école de Paris en France, mais d'une manière générale à l'international, on a une espèce comme ça de mise en avant de l'idée de l'auteur, de l'artiste, du moi-je un petit peu, et qui constitue une sorte de mythologie propre au champ de l'art hein, depuis le 19e siècle. L'art, c'est l'auteur, c'est l'artiste, c'est l'individu, comme ça un peu exacerbé, libéré, qui s'exprime. Étrangement, les années 60 vont poser la question. Ils vont dire, est-ce que c'est vraiment ça, l'art? Est-ce que l'art, c'est vraiment s'exprimer? Est-ce que l'art, c'est vraiment l'auteur à tout prix? Est-ce que mon petit ego, ma petite histoire, ma petite souffrance, est-ce qu'elle est vraiment intéressante en soi? Est-ce que, comme dit Godard, j'aime bien cette phrase, est-ce qu'il ne faut pas s'exprimer pour créer, plutôt que créer pour s'exprimer? Et quelque part, voilà, donner à voir ma petite vie, peut-être elle est intéressante à partir du moment où j'en fais quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'œuvre. Voilà. Et ça, c'est des questions qui vont traverser les années 60, 70, pas que dans l'art. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu les travaux de la philosophie française un peu de l'époque, des gens comme Barthes, comme Foucault, c'est des questions qui vont se poser de manière très très forte. Hein. Est-ce qu'il faut lire l'œuvre ou est-ce qu'il faut aller voir la biographie? À l'époque, on dit aller voir la bio, et après, éventuellement, regarder l'œuvre. Et dit non, on va regarder l'œuvre, et puis la bio, on verra éventuellement ce qu'on en fera. On pourra même éventuellement s'en passer. Une phrase de Barthes, par exemple, « L'auteur n'est jamais rien de plus que celui qui écrit. Tout comme je n'est autre que celui qui dit je. Sujet vide en dehors de l'énonciation même qui le définit. » Bon, on sent le côté sémiologue et philosophe de Barthes qui est là, mais quelque part, c'est vrai que la notion d'auteur, il faut la penser de manière un peu plus élargie. On est ce qu'on est, on est le fruit aussi de plein de choses, et à un moment, c'est le projet qui doit primer, c'est l'œuvre qui doit être aussi le vecteur des interrogations. Voilà, relativiser l'objet unique, relativiser l'auteur, ça sera un bon fil, je pense aussi, à avoir par rapport à ça. Alors, on va commencer par Christian Boltanski, bien entendu, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé quelque part aussi sur cette question de l'unique, du multiple, du moi et du nous, quelque part. Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance. C'est une réédition qu'on voit ici. Ce sont des photos assez anodines. Hein. On a des photos de classe. Vous voyez, on va avoir toujours le même dispositif chez lui. Ce sont des... je ne sais pas si vous connaissez Boltanski, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un des auteurs consacrés aujourd'hui, très, très, très imposant, on va dire, de la scène française nationale, internationale, etc. Il a une œuvre qui est formidable, hein, quand même. Après, elle est inscrite aussi dans une certaine histoire, une certaine époque. Et il a une pratique du livre d'artiste qui est surtout très, très, très riche, très forte. Un dispositif souvent équivalent, hein, en tout cas au début, une photo et puis une petite légende. Christian Boltanski jouant au cube, 1946. Œuvre de Christian Boltanski, retrouvée en 1969. On a des cubes empilés. Bon. Il joue un peu avec nos nerfs, là. Chemise de Christian Boltanski. Voilà, lit de Christian Boltanski, on va avoir la première rédaction de Christian Boltanski. Donc tout ça est totalement dérisoire, bien entendu. Comme si on allait effectivement guetter comme ça, quêter une mèche de cheveux, une espèce d'origine, de dimension originelle de l'enfance, de l'individu. A priori, ça serait presque l'inverse de ce que j'ai dit jusque-là. C'est-à-dire, il y a une exacerbation du moi, une mise en avant comme ça, presque un peu sacralisée, un peu ritualisée de la petite chose, de petites choses, etc. Sauf que, comme on va le voir après, Christian Boltanski joue, puisque la plupart des éléments, ce n'est pas les siens. Donc c'est la légende ici qui permet de dire ce sont mes vêtements, mon lit, en fait pas du tout. Certains seront de lui, donc il va effectivement partir d'une dimension autobiographique, mais très vite et très rapidement, il va s'amuser quelque part à décaler, à mentir quelque part, et à faire mentir les images. Alors on pourrait lire ça de deux manières, d'abord en disant que eh bien, une image, ça ment. Hein, et ça, il y a beaucoup d'artistes à la même époque qui vont dire « Attention, méfiez-vous des photos. Les photos, ça fait croire que, mais en fait, ça n'arrête pas de vous mentir. » Voilà, il y a un rapport en fait au mensonge. On ne remarquera jamais assez que la mort est une chose honteuse. Ça, c'est dans l'introduction. Se conserver tout entier, garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyés, prouver leur authenticité, les situer exactement.
Tout cela n'est possible que par des questions incessantes et une enquête minutieuse. Voilà, le texte se termine par l'évocation des efforts pour mettre sa vie en sécurité, soigneusement rangée et étiquetée dans un lieu sûr, de sorte qu'étant alors assuré de ne pas mourir, je puisse enfin me reposer. Ça, c'est peut-être la deuxième thématique très forte qu'on retrouve chez lui, hein, c'est la question de la mort. Question de la mort qui est présente, garder, conserver des éléments, etc. Mais je termine peut-être vite fait sur cet élément, puis je vous en montre d'autres. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est justement le fait que pour parler de lui, il va utiliser les images de quelqu'un d'autre. Et que quelque part, ce qu'il nous dit aussi en creux ici, c'est pas regardez ma petite vie, mon petit truc, c'est il dit ma vie est absolument équivalente à la vôtre. Et ma chemise est à très peu de choses près, potentiellement celle que vous auriez pu avoir. Mon lit ou mes cubes à jouer sont un peu les vôtres. Et finalement, il y a dans le travail de Boltanski toujours une manière de faire un petit peu ce jeu de bascule. Voilà, le côté relique ne m'intéresse pas. Parce que c'est trop lié à une personne. Lui-même le dit, la dimension de la relique, en fait, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas son intérêt. Voilà, alors quelques autres livres. Reconstitution d'un accident qui ne m'est pas encore arrivé et où j'ai trouvé la mort. Voilà, donc il va mettre en scène, effectivement, des scènes, voilà, des espèces de fiction de mort. Une fiction de mort avec presque un relevé quasiment policier dans l'esthétique. Là aussi, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est peut-être intéressant à noter. Vous voyez que le rendu formel est quand même extrêmement cheap, quoi. Hein, c'est des photocopies, en fait. Et c'est vrai que Boltanski va commencer par ça. C'est même pas des photocopies, à mon avis, parce qu'à l'époque, je ne pense pas que les photocopieuses soient quelque chose de très accessible. Hein. C'est des outils assez modernes et très difficiles d'accès. Ça doit être effectivement les techniques de reprographie qu'on peut avoir sur le moment-là. Alors c'est important, je trouve, parce que ça marque là encore ce désir de faire œuvre, de faire multiple, sans forcément chercher à faire beau, à faire noble, à faire beau papier, relire en cuir, sérigraphie et gravure, etc. Il y a vraiment cet esprit de démultiplier l'objet, presque un peu comme un fanzine, un peu. Hein. Voilà, on veut que ça soit visible, on veut que ça soit diffusé, on veut que ça existe. Voilà de nouvelles reconstitution d'un geste effectué par Christian Boltanski entre 48 et 54. Voilà. Christian Boltanski rentrant de classe. Donc il va rejouer à nouveau des scènes qui seraient les siennes, d'une manière très banale, hein, on est d'accord, hein, mais c'est volontaire. Il s'agit là encore d'interroger ce qui est commun dans le souvenir et dans la gestualité. Donc il va acter lui-même, quelque part, des scènes qu'il aurait vécues étant enfant, mais qui participent beaucoup plus d'un patrimoine collectif que d'une expérience absolument exceptionnelle. Et voilà. Alors celui-là aussi est amusant, je l'aime bien, je le présente souvent en cours. C'est 10 portraits de mémoire. 10 portraits de Christian Boltanski, 46-64. On va avoir effectivement 10 portraits. Je crois que celui-là, je l'ai en meilleure qualité. J'ai montré une fois. Je vais essayer de le retrouver vite fait. Ah non, je ne l'ai pas ici. C'est pas grave. Je ne l'ai pas ici. C'est pas grave, je vais le décrire. Effectivement, on a des photos d'enfants qui sont toutes triées par âge, vous voyez. Christian Boltanski à l'âge de 14 ans. Puis on a la date, Christian Boltanski à l'âge de 15 ans, 16 ans, etc. Puis on va jusqu'à 20 ans, il me semble. Et on regarde toutes les photos, sauf qu'en fait, on se rend bien compte au bout de la 3e, 4e photo que c'est jamais le même enfant, en fait. Hein, sauf le dernier. Dernière photo, on reconnaît Christian Boltanski, pour ceux qui connaissent, sauf que l'âge n'est pas bon. Donc en fait, du début à la fin, il nous ment. Et toutes les photos, effectivement, ont été prises le même jour, au but de Chaumont, par Annette Messager, sa femme. On verra quelques bouquins d'elle également après. Mais la question, c'est où est la vérité et le mensonge, là encore? Est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. C'est doublement faux, puisque la photo est fausse, la légende est fausse. Mais quelque part, c'est vrai. Bon, voilà, c'est quelque part, le mensonge est peut-être le meilleur chemin pour arriver à la vérité. C'est vrai selon les principes du travail qui est le sien, c'est-à-dire, je suis un peu tous ces gens-là. Et tous ces gens-là sont un petit peu moi. Voilà. Et ça, on va le retrouver notamment dans... bon, je vais peut-être passer celui-là, j'ai m'autorisé des... Bon, celui-là... les morts pour rire. Il va s'imaginer, cette fois-ci, dans des scènes de manière burlesque, hein, dans des scènes de mort. Donc il imagine tous les suicides possibles, la noyade, le machin, le bidule, etc. Et il se met en scène lui-même, avec d'ailleurs un personnage un peu burlesque, burlesque un peu tristoun quand même, hein, mais burlesque avec toujours ce chapeau,
cette espèce de physique un peu gringalé, ce costard pas forcément très bien taillé, cette cravate de travers, etc. Il sera toujours dans ce costume-là, costume presque théâtral, hein. Il y a presque un jeu de théâtre, d'auto-mise en scène de soi dans le théâtre. Et la page d'après, on le voit en fait les pieds dans une bassine. Donc la noyade est toute relative. Mais il y a cette manière, là encore, de se projeter dans sa propre mort et d'interroger quelque part la question de la finitude. C'est un travail qui est assez romantique, en fait, hein, Boltanski, je trouve. Hein. Au-delà de la dimension... voilà, ça parle du temps, ça parle de la finitude, ça parle du désir de garder une trace. Il y a une dimension, un pathos, en fait, hein, qui est assez fort dans son travail. Il va développer... à partir d'un certain moment, l'usage de photos qui ne sont pas de lui. Alors, que je me rappelle le titre de celui-là, l'album de photos de famille de D. En fait, ce sont des photos de famille anonymes. Donc il va effectivement tomber, et là c'est le début, je trouve, d'une partie de son travail qui va être extrêmement intéressante, c'est que plutôt que de se mettre en scène, plutôt que d'aller puiser dans tel et tel élément, etc., il va tomber quelque part, il fait beaucoup les puces, il y a pas mal d'artistes qui travaillent les puces, hein. Je ne sais pas si vous faites les puces ou même les vides-greniers, comme plutôt aujourd'hui, mais enfin, on ne trouve pas les mêmes choses sur les vides-greniers. Il y a une espèce parfois de matérialité, des vies perdues comme ça, on se retrouve parfois avec des mâles qui sont remplis d'une vie entière parce que la personne est décédée, que ça n'intéresse plus les gens, etc. Et on peut vite tomber sur des fragments d'anonymat qui sont pourtant vertigineux quelque part dans l'amplitude de la vie qu'ils contiennent. Et quoi de plus équivalent, par exemple, je rebondis sur ce que j'ai dit avant, quoi de plus équivalent qu'une photo de bord de plage, qu'une autre photo de bord de plage, hein, on aura toujours la petite glace à la menthe ou à la vanille, on aura toujours la serviette, le maillot, le château de sable. Tout ça sera finalement assez dérisoire et en même temps touchant par ce dérisoire-là. Et là, je trouve qu'il trouve quelque chose aussi qui va nourrir son travail par la suite, qui est de se mettre à distance, de tuer un peu ce personnage qu'il avait inventé pour simplement aller se glisser dans les images des autres. Et on a ici effectivement un livre qui va être la collection, la compilation d'images trouvées d'une famille, de quelqu'un d'anonyme comme ça, qui va être en vacances, la photo d'anniversaire, la première communion éventuellement pour l'époque, etc., etc. Et c'est à la fois très banal, on est d'accord, et en même temps très touchant. Par l'effet de collection. Et là encore, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant l'importance du livre par rapport à cette logique-là. Beaucoup de... Alors pas celui-là, mais je vous montrerai d'autres livres où, en fait, les artistes qui ont fait ce livre-là vont après récupérer ces photographies pour les mettre dans des musées. Donc on les tire, on les fait en grand format, on les met au mur, etc. Et ça ne marche pas. 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Parce que dans le livre, peut-être pour l'aspect un peu album de famille ici, par exemple, mais aussi par un effet de séquençage, de narration, de temporalité aussi propre au livre, il y a une émotion spécifique, il y a un enjeu spécifique qui naît et qui est, à mon avis, plus pertinent. Il y a énormément... Moi, j'ai honnêtement, encore aujourd'hui, parfois des émotions plus intenses à bouquiner mes livres, dans ma collection de livres d'artistes, voilà, j'en ai une petite centaine, je les bouquine régulièrement, etc. J'ai des émotions parfois beaucoup plus fortes à manipuler ces objets-là qu'aller de manière parfois plus sentencieuse, comme ça, faire la révérence devant telle ou telle pièce de 10 km de long au musée Pompidou ou autre. Hein. Jeff Koons, c'est sympathique, ça brille, mais honnêtement, sa rétrospective m'ennuiera potentiellement plus qu'un bouquin de Boltanski avec qui je peux passer l'après-midi. Donc bon, il n'y a pas de... Là encore, la question de l'aura, de la présence de l'objet, la collection et le livre permet de les décaler. Voilà. On va être un peu toujours dans la même logique. Tout ce que je sais d'une femme qui est morte et que je n'ai pas connue, les documents photographiques m'ont été communiqués, etc. On va avoir à nouveau, donc il va déployer de manière variable ici des photographies de quelqu'un anonyme, puis il va en faire des petites descriptions par exemple. Hein. L'homme a la main posée sur l'épaule de la femme, la journée est chaude, le ciel est sans nuages, il y a à gauche un grand mur de pierre, la femme est jeune, elle plie légèrement les yeux, ils portent tous deux des costumes de plage claire, l'homme a l'air sérieux et protecteur, la plage est de galets. Hein, c'est très sec, en même temps c'est assez beau dans cette espèce de sécheresse de l'écriture. Ce n'est pas à proprement parler du roman en tant que tel, mais il y a une petite dimension littéraire, je trouve. Hein. C'est un peu l'époque du nouveau roman aussi en France. Je sais pas, on pourrait peut-être avoir envie de faire des liens, hein, puisque les parallèles entre littérature et livre d'artiste se feront aussi beaucoup dans ces années 60 et 70. Je voulais, c'est Boltanski qui parle, moi qui ne sais rien des photographies, tenter de reconstituer leur vie en me servant de ces images qui, prises à tous les moments importants, resteraient après leur mort comme la pièce à conviction de leur existence. Je pus découvrir l'ordre dans lequel elles avaient été prises et les liens
qui existait entre les personnages qu'elle représentait. Mais je m'aperçus que je ne pouvais aller plus loin, car ces documents semblaient appartenir aux souvenirs communs de n'importe quelle famille, que chacun pouvait se reconnaître dans ses photos de vacances ou d'anniversaire. C'est un peu ce que je disais. Là, c'est un projet sensiblement différent. Ce sont les objets, il a fait ce projet plusieurs fois, des objets ayant appartenu à une jeune fille décédée. Ce n'est pas très joyeux encore, hein, on est d'accord. Ça va donner lieu d'une part à des expositions d'objets ayant appartenu à une personne décédée, enfin le dispositif pourra varier, qui va exposer de manière très, là encore, très scientifique quelque part, très muséale, sous vitrine. Hein. C'est comme si on était au muséum, pas au musée, au muséum. Et on met une fourchette, on met une cuillère, on met une casserole. Donc on est bien d'accord que tout ça pris isolément est absolument sans intérêt a priori. Mais remis en contexte de cet accrochage un peu froid et neutre, et bien entendu avec la légende du titre qui indique que tous ces objets-là sont la seule trace disponible d'une personne décédée, alors là on bascule dans effectivement un dispositif du coup d'accrochage extrêmement fort, parce qu'il devient du coup je pense très émouvant, et en même temps assez juste dans la manière de parler de cette disparition et de cette trace dans la disparition. On a tous fait, je pense, potentiellement cette expérience-là, du dérisoire, du vêtement, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui reste? Un vêtement dans une penderie. Et ce vêtement, il est habité hein, par la présence fantomatique de l'absence. Il joue et il travaille là-dessus. Il utilisera d'ailleurs des vêtements. Donc dans le livre, par exemple, ici, un archivage très froid, collecte, hein, une peinture, une peinture, une peinture, une photo, voilà, tout ce qui constitue, et le livre est aussi fou et touchant dans son épaisseur, parce qu'on va avoir des livres de plusieurs dizaines, centaines de pages qui vont accumuler une cuillère, une cuillère, une cuillère, c'est pas possible. Et du coup, si, ça participe, je trouve, de cette... Et là encore, le livre, à mon avis, est beaucoup plus puissant pour nous dire tout ça. Voilà, un autre exemple ici, où il va cette fois-ci carrément basculer dans la liste, même plus de photos. On est dans la liste des noms. On parlait des noms tout à l'heure. Ici, c'est Archive of the Carnegie International. C'est le nom des artistes entre 1896 et 1991 qui sont effectivement, qui ont travaillé, enfin qui ont joué sur scène au Carnegie Hall. Sauf qu'en fait, quand vous regardez, on n'en connaît pas un seul. Ils sont tous absolument anonymes quelque part. Donc à part un ou deux éventuellement qu'on pourrait éventuellement reconnaître si on était déjà connaisseur, etc., on se retrouve finalement avec un archivage du dérisoire. Et avec peut-être aussi un désir, là encore, de rendre encore palpable et sensible la question de la disparition, en quelque part donnant un nom, donnant une place, même dérisoire, à quelqu'un qui, par ailleurs, aura occupé l'histoire comme chacun de nous, quoi. Ni plus ni moins, ou peut-être plus ou moins, enfin non, ni plus ni moins, démocratiquement, on va dire, mais voilà. Les habitants de Malmö, on va être sur la même logique, hein. Celui-là, il est bien aussi. Les habitants de Malmö, il reproduit les pages jaunes, enfin les pages blanches, pardon, de la ville de Malmö, qui est située... Ouais, Suède, merci. En Suède, j'hésitais. En Suède, sauf qu'il va rajouter à l'intérieur un errata. D'accord? Donc c'est le facsimilé, hein, exact des pages blanches, sauf que l'errata, c'est toutes les personnes que vous ne pourrez pas appeler. Elles sont décédées pendant l'année. Donc là encore, il y a le désir de donner à entendre, à voir l'absence et l'invisible. Voilà, monument, leçon des ténèbres. D'ailleurs, la notion du monument, c'est intéressant. On va peut-être s'y arrêter, mais je ne vais pas m'y arrêter trop, hein, parce que ouais, je ne vais pas m'y arrêter trop. Je vais peut-être avancer, en fait, pour vous montrer quand même d'autres choses. Ça, c'est des écoliers dans une photo de classe. Cadrage très, très serré. Et les visages sans fil. Je ne sais pas si vous voyez aussi, ça c'est important, là on le voit, on le sent pas, hein, mais les pages sont des pages semi-transparentes. Parce qu'il là encore joue sur la superposition et sur l'interchangeabilité un peu de ces images. Et peut-être aussi sur la dimension un peu fantomatique. Hein. Il y a un choix plastique à l'intérieur du livre. Un livre est un objet plastique. Ici, c'est carrément des papiers calques et c'est le lycée de Chaz. Et en fait, c'est un lycée juif de 1936, donc on est avant le drame, mais bien entendu, Boltanski est juif, hein, est dans une famille juive, et cette question-là, de la disparition, elle est, on le sent, présente en fait dès le départ, hein, et elle va participer, je pense, de tout ce que j'ai pu dire en creux. Il ne va pas forcément traiter que ça, mais la question de la Shoah, bien entendu, sera présente. Ici, ce sont donc une photo de classe à nouveau, et des photos légèrement floutées, avec même, vous voyez, les orbites un peu marquées de l'éclairage. Il a simplement repris des photos, hein, d'accord? Donc il prend une photo de classe, et il prend des photos en zoom, avec un papier calque cette fois-ci, pour aller encore plus loin dans cette logique-là. Je pense qu'on comprend bien maintenant un peu la logique.
Les Suisses morts. Bon, c'est repris dans un journal et c'est la rubrique nécrologique du journal. Donc il prend des photos. Il y a quelque chose ici, je trouve, à la fois de moins lourd. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. Il y avait une phrase que je trouvais amusante. Il disait « Les Suisses meurent aussi ». Hein, c'est pas parce qu'ils sont neutres, qu'ils sont machin, je sais pas. Je trouvais la phrase étrange, mais en même temps amusante. Voilà, bon. Bon ça, je vais passer sans souci. Ce sont des photographies, on l'a vu celui-là, ce sont des photographies de nazis en vacances. Donc quand vous le prenez de loin, c'est une photo de famille, hein, tout simple. Hein, et dès que vous vous approchez, vous voyez en fait des gens, là encore, comme nous. Ils sont en vacances, ils sont à la plage, ils sont avec la petite copine, sauf qu'ils sont en uniforme et sauf qu'ils sont nazis, effectivement. Donc là, il y a un petit basculement, honnêtement. Hein. Où est le mal, où est le bien? Et il y a encore un autre livre qui est un peu sur ce jeu-là, mais je crois que je ne l'ai pas mis, où il va effectivement mélanger des criminels et des victimes dans un même livre, sans jamais nous dire qui est qui. Et on se retrouve à lire le livre et à voir effectivement des visages et à devoir interpréter en permanence, est-ce que lui il serait criminel, est-ce qu'elle elle serait victime, ouais, en fait c'est peut-être l'inverse, etc. etc. Bon. Voilà. Bon, ça, je vais peut-être m'autoriser des petits passages. Annette Messager, je ne sais pas si vous connaissez Annette Messager, c'est vraiment super aussi. Elle produit moins de livres d'artistes aujourd'hui, mais elle a été très très active. Je la présente aussi pour des raisons peut-être, alors là, un peu biographique, on va dire, mais c'est la compagne aujourd'hui de Christian Boltanski, et ils ont participé de la même génération, de même groupe aussi d'artistes qu'on a appelé notamment à un moment les mythologies personnelles, individuelles, j'ai un trou, et qui sont des artistes effectivement qui vont déployer des pratiques, oui, assez intimes quand même. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de Annette Messager? Annette Messager, la collectionneuse. Annette Messager, collectionneuse, c'est quelque chose qui est assez touchant, je trouve. Elle va travailler sur des petits cahiers. Au début, son travail, elle ne voulait même pas les publier. C'était des petits cahiers, des petits classeurs, des petits carnets de petites filles en même temps, hein, comme voilà, un petit journal intime, une petite chose qui était mis dans une malle et où elle opérait effectivement des collections, mais des collections qui étaient un peu particulières. Ici, par exemple, les approches. Les approches, c'est une photographie. C'est une photographie d'un homme de plus en plus près, avec une femme juste à côté et un petit texte. Et la femme, en fait, tente d'attirer l'attention de cet homme, d'accord? Donc elle tente quelque part de capter l'attention et en faisant des compliments, voilà. Elle en a assez de se taire. Elle lui dirait qu'aujourd'hui, il porte son pantalon à carreaux gris qu'elle préfère à celui d'hier, mais qu'elle aime bien aussi celui qu'il avait jeudi. Qu'elle a d'ailleurs trouvé des échantillons de tissus correspondants et qu'elle aime le regarder et les toucher quelquefois. Mais que peut-être ils peuvent se revoir ici demain à la même heure, car il semble très pressé maintenant. Voilà exactement ce qu'elle lui aurait dit si elle lui avait parlé. Donc c'est quasiment un petit roman. Oh. C'est un petit roman comme ça, c'est une petite narration. Et du coup, en même temps, je ne sais pas si vous voyez les photos progressivement, on se rapproche quand même de l'entrejambe. Hein. Donc en même temps, on sent que il y a à la fois une dimension très intime, comme ça, un petit peu fragile aussi, hein, et en même temps une dimension du désir, en fait, qui est palpable. On sent le désir qui est là, le désir d'aller vers cet homme. Et en plus de ce désir-là, on sent la domination. C'est-à-dire, on sent aussi, c'est un peu le côté féministe. Alors, le terme de féministe n'est pas juste parce qu'elle le refuse, et je pense qu'effectivement, il n'est pas juste pour parler de son travail, mais quelque part, elle évoque aussi cette question-là de comment on trouve sa place en tant que femme et dans le désir, quand on est face à effectivement une situation de domination sociale, où c'est l'homme qui a le premier pas, où, j'en sais rien, où ça se construit dans des rapports hiérarchiques qui sont, même au sein de l'affection, qui ne sont pas des rapports horizontaux, quoi. Voilà. Donc son jeu consiste à mettre quelque part un peu ça en avant. Celui-là est presque un peu plus clair. Je ne sais plus quel est le titre. Annette Messager, ma collection de proverbes. Ce sont des proverbes, toutes cultures confondues, qui parlent de la femme. Voilà. 2 bonjours à l'homme sur terre quand il prend femme et quand il l'enterre. Ça calme, c'est du véridique hein, tout ça. Hein. Même le diable prie d'être protégé du femme. Etc., etc. Le livre, en fait, va être une compilation, et cela, ce n'est pas les pires, honnêtement, est une compilation de proverbes. Donc là encore, c'est très... Dans la forme, c'est assez simple. Hein. Là encore, c'est une collection à partir d'un matériau existant, mais vous voyez qu'il y a déjà une approche peut-être un peu plus, on va dire,
voilà, rugueuse sur la question effectivement des rapports hommes-femmes. Elle va souvent être sur des choses de ce type-là. Celui-là, je ne me rappelle plus. Ça, c'est les tortures, je crois, le terme. Je crois que c'est un livre qui s'appelle Les tortures volontaires. Voilà, où elle, elle prend en photo effectivement des situations de cosmétiques de l'époque. Hein, où effectivement des femmes tentent d'affermir leurs seins, de tendre leur peau, de travailler, etc. Et où finalement toutes les prothèses et tous les dispositifs, etc., pris comme ça, sont extrêmement inquiétants quand même. Hein. Voilà. Donc là aussi, je pense que la lecture est assez simple à faire. En même temps, ce qui est assez beau, c'est aussi le petit jeu un peu mièvre quelque part. C'est-à-dire, elle joue sur le registre presque du roman photo, vous savez, avec le petit halo autour de l'image, un petit peu atténué. Voilà, la dimension assez douce finalement de l'impression en photo noir et blanc. Donc elle va jouer sur des registres comme ça, presque... Voilà, il y en a un autre. La réconciliation. Ah oui, celui-là, je pense que c'est mes clichés témoins. Mes clichés témoins, ça va être des mises en scène qu'elle va faire avec des amis pour la plupart, où elle rejoue des scènes de romans photos, justement, donc très mièvres, qui sont peut-être sociologiquement, je ne l'ai pas dit, mais il y a presque, même si c'est très intime tout ça, c'est assez sociologique aussi. Par exemple, Christian Boltanski, c'est le frère de Luc Boltanski. Et Luc Boltanski a travaillé avec Bourdieu. Et il a travaillé avec Bourdieu notamment sur un bouquin qui s'appelle La photographie, un art moyen. Donc quand Boltanski, par exemple, bascule dans l'utilisation et la récupération des photographies anonymes et collectives, alors, pas de lien direct, mais il n'est pas improbable, surtout qu'ils ont travaillé ensemble, enfin, il n'est pas improbable qu'il ait aussi des échanges avec son frère, qui lui-même est dans des préoccupations. Bien que le travail de Boltanski n'ait rien de sociologique au sens scientifique du terme, vous voyez comment, là encore, la question de la collection et de l'inventaire va être reliée aussi à des désirs de s'approprier des protocoles scientifiques en tant que tels. Donc là, je disais, ça va être la dimension presque sociologique et du coup dominatrice du roman photo. Le roman photo, c'est quoi? C'est la mise en scène d'une domination. Hein, voilà, la femme sera toujours comme ci, l'homme sera toujours comme ça. Donc derrière la dimension douce et sympathique et un peu mièvre, il y a en fait un vrai discours social que pourrait facilement, à mon avis, démonter. Voilà, la réconciliation dans la voiture. Bon. Et toutes les pages vont être simplement sur une photo et un titre. Un peu le même dispositif que tout à l'heure, un petit halo flou autour de l'image, beau papier, un peu nacré, petite mise en scène comme ça, un peu douce. Mais en fait, un propos derrière qui est beaucoup plus rugueux et d'autant plus fort qui va être marqué par cela. Suzanne Lacey, Rape This. Je vous le retrouve. Ah, c'est viol. Voilà, donc celui-là est plus péchu, honnêtement, parce qu'effectivement, il va y avoir dans les années 60, j'ai dit, beaucoup de livres féministes engagés. Celui-ci, c'est Rape, pas this, Rape is when a policeman asks you, en même temps qu'il est en train d'écrire, quand un policier vous demande, alors qu'il est en train d'écrire un rapport de viol, est-ce que vous vous déshabillez souvent devant votre fenêtre? Voilà, hein. Donc ça va être cette fois-ci une espèce de mise en forme politiquement beaucoup plus massive, beaucoup plus frontale, avec un texte qui est là effectivement pour porter un propos. Voilà. Il y aura plein de positionnements très engagés politiquement du côté des femmes à cette époque-là. Là, je vous montre quelques images, mais dans la performance, dans l'appropriation du corps, là, il y a plein d'ouvrages qui ont été faits là-dessus. Ça se retrouvera bien entendu au niveau du livre. Le livre sera souvent aussi le lieu d'une... voilà. Quand vous allez... Oui ? Non. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ah non, 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 il n'y a pas de, non, non, il n'y a pas de règle. Dans le livre d'artiste, tu peux avoir une image avec un texte, tu peux avoir qu'une image, tu peux avoir pas d'image et pas de texte. On verra tout à l'heure le livre blanc de Herman de Vries que je présente de temps en temps. Voilà. Non, 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 ça, il n'y a pas de. Et en fait, il n'y a pas de règle de médium a priori. Bon, je vais me permettre de dire pourtant, Hans-Peter Feldman, c'est formidable. C'est vraiment un des préfigurateurs de ces jeux de collection. C'est quelqu'un qui va collectionner effectivement des images dans la presse. Donc il fait des petits livres, notamment Builder. Le titre du livre, c'est Builder plus un chiffre. Le chiffre, c'est le nombre d'images de la collection. Donc il y a pas, ça peut être une image, c'est quand même bizarre, une collection d'une image, mais c'est intéressant. Ça peut être 5, ça peut être 12, ça peut être 50. Et il va collectionner des images qu'il trouve dans la presse, des visages, des genoux de femmes,
Voilà, et différents types de motifs qui va ensuite effectivement archiver. Il y a là aussi une dimension très, très quotidienne, un peu banale, un peu pop hein, finalement. C'est pas un artiste pop art à part entière, mais il y a cette manière comme ça d'aller faire jouer, comme Warhol aurait joué avec les Marilyn. Lui va directement découper effectivement dans ce matériau commun qui est le journal de presse des éléments pour reconstituer des collections. Des joueurs de foot. Voilà, qui n'a pas collectionné quoi. Ça, je n'ai pas dit peut-être au début, mais on pourrait dire ça. Je trouve qu'il y a aussi une puissance de la collection, presque une puissance un peu pulsionnelle. Justement, quand je disais à Londres, à un moment, je rêvais collection. Quoi. Limite, le matin, je m'étais regardé par terre. Il y a quelques jours, j'étais en vélo comme ça. Tchac, j'ai vu un chewing-gum. J'ai vu un chewing-gum, il était super bien, machin. Bon, je me suis arrêté, je suis revenu en arrière, j'ai récupéré. Quoi. Donc c'est un peu bizarre comme collection, je conviens. Hein. Mais ça le fait avec tout type d'objets. À un moment, le collectionneur est un peu... le collectionneur d'œuvres d'art, d'ailleurs, ça lui fait pareil. Hein. Mais il y a un côté très pulsionnel. Le désir d'accumuler et d'être exhaustif, même quand ce n'est pas possible, autour d'une collection. Voilà. Alors les cartes de joueurs de foot, peut-être qu'il y en a certains qui ont eu ça. Hein, je ne sais pas. Les cartes Panini ou que sais-je. Bon, j'avance un petit peu, même si Feldman, c'est vraiment un formidable artiste. Ça, c'est un artiste, Nanucci, formidable Nanucci, qui va faire des photographies, une collection des bibliothèques, photos de bibliothèques de ses amis artistes. Donc il fait des photos des bibliothèques. Le livre, c'est la compilation des collections de photos de bibliothèques. Hein. Ce qui est intéressant aussi, hein, parce que chacun, on a tous une bibliothèque. Moi, ma bibliothèque, elle est géographiquement, je la connais bien, elle a sa logique. Si je la perds, c'est une horreur. J'ai des amis qui ont perdu leur bibliothèque, c'était une catastrophe. Pas pour les objets, mais pour ce que la bibliothèque, en tant que collection, constitue. C'est une collection de collections, un peu, hein, quelque part. Hein. Bon. Paul Armanguette, bon, je vais peut-être passer aussi. Je vais passer parce que je vois que le temps file. Ça doit être... Ah, c'est encore Paul Armanguette. Paul Armanguette, je disais tout à l'heure, hein, c'est de la même génération que Boltanski, et c'était un botaniste, et c'est vraiment quelqu'un qui va jouer quelque part, là aussi, sur la dimension scientifique, mais en l'amenant sur le terrain du poétique. Il va, par exemple, décider de déambuler ici du Rhin à la prairie alpine. Il va marcher, d'accord ? C'est pas du land art, mais pas si loin, finalement. Hein. Il marche, effectivement, dans une zone. Finalement, la zone va presque donner le titre au livre. Et à l'intérieur de cet espace, il va glaner, collecter des plantes, collecter parfois des phrases, quelques noms latins ici ou là, une photo d'un paysage, etc. Et il constitue comme ça une sorte de traversée du paysage et de collection qui va à la fois l'épuiser dans le registre de la science et du botaniste. On le voit bien ici, effectivement, avec ces plantes qui sont un peu isolées sur fond, mais elles ne sont pas présentées finalement pour leur qualité globale, générales, elles sont présentées pour leur qualité propre. Ce n'est pas la plante machin, c'est cette plante, avec cette manière d'élargir son pétale, de placer cette petite feuille. Et ça, c'est le rapport très poétique de la collection. La collection n'est pas forcément la compilation de certains items, de certaines occurrences autour d'un thème spécifique, c'est la collection de cas particuliers. Ça, c'est très poétique. Hein. Une feuille d'arbre, ce n'est pas la même chose qu'une autre feuille d'arbre, parce qu'elle a une forme différente. Et on pourrait, poétiquement, avoir envie de regarder les choses équivalentes comme des choses différentes. Duchamp, là encore, le disait bien, en fait, sur le principe du ready-made, on peut avoir envie de regarder les ready-made, les fameux ready-made de Duchamp comme ça. Duchamp disait, 2 gouttes d'eau, c'est pas pareil. 2 jumelles, on le sait, ou 2 jumeaux, c'est pas la même chose. Et quelque part, le réel, c'est ça. Quand on croit que c'est pareil, c'est là que c'est en fait différent. Et la collection peut être le lieu pour éprouver cette espèce de qualité poétique du monde. Et au fond, quelque part, une manière de dire non pas je vais refaire science, etc., mais au contraire de dire par la science, par le protocole de la collecte et de l'inventaire, je vais rendre mon œil une acuité supplémentaire à observer le monde et à saisir les nuances, les variations, les petites choses, les petites... voilà. Herman de Vries, pareil, grand artiste hollandais, il me semble, qui était à la Biennale de Venise, la dernière Biennale de Venise il y a 2 ans, au pavillon hollandais. Et voilà, j'adore Herman de Vries personnellement. Botaniste également. Ici, il va prendre un 16 décimètres carrés, un essai. Il va définir dans une prairie. Voilà, ça c'est la dimension moi, que j'aime beaucoup dans l'inventaire personnellement. C'est cette logique quelque part que plus on va loin dans la série et plus on retrouve l'individu
l'individu-objet, l'individu-individu, pourquoi pas. Hein, là encore, chez Boltanski, une photo de quelqu'un, c'est tout le monde, mais c'est quand même quelqu'un. Et ça devient du coup très ambigu et très riche aussi dans ces jeux de basculement. Voilà, ici, c'est des... Alors, il est très proche quasiment de... On est presque à la limite parfois de l'objet non artistique. Hein. Je crois que c'est une collection de mémoire de plantes médicinales. Hein. Mais l'approche n'est pas une approche scientifique. On est sur le fil, hein, mais j'aime bien qu'on soit sur le fil, personnellement. C'est vrai qu'une bonne partie des artistes que je vous présente sont des artistes... bon, ça, je vais passer. Tous ces livres sont très intéressants, mais je fais une petite sélection. On arrive déjà... ça fait déjà 1 heure qu'on y est. C'est des livres qui sont vraiment inscrits dans la vie, quoi. Hein, qui ont une logique, et c'est peut-être là encore un des avantages du livre d'artiste, étant moins pris et impliqué dans une logique de production, d'exposition, de muséalité, parfois de production financière, qui amène à faire telle sculpture, telle peinture, tel objet, tel truc, etc. L'économie comme ça, très légère du livre d'artiste, amène aussi la possibilité d'être au contact de situations très quotidiennes. On peut faire une photo, de traces dans la rue, de machin. Le livre peut être produit rapidement. Et ça fait qu'on est dans des pratiques de vie, moi, que j'affectionne particulièrement et qu'on va voir revenir chez beaucoup d'artistes aussi dans les années 60. L'art ne doit pas être quelque chose de séparé, c'est quelque chose qui doit aussi se situer dans le temps présent, dans nos vies, dans les vies de tous, etc. etc. Le livre en lui-même est un objet très banal, très simple, très accessible. C'est un objet de vie, quelque part à sa manière. On le met sur une table basse, on le bouquine, etc. etc. Alors, je parlais du côté un peu bouddhiste de Herman de Vries. Là, on va aller encore plus loin parce que c'est le White Book, le livre blanc. D'accord ? Donc, on est ici dans un livre qui est un livre totalement blanc. Voilà. Le titre, c'est... Vous avez juste, sur la première version, vous avez juste un tout petit texte à la fin. La première version que je me rappelle... elle fait quelques pages. Elle doit en faire peut-être une vingtaine. Et à la fin est écrit « Le blanc est surabondance, le vide est plein de possibles, quand le mot ferme et clos. » Voilà. Et ensuite, il redit « Le blanc est surabondance, le blanc est surabondance. » Ça veut dire que c'est un livre. Ça, c'est la première version. Moi, j'ai acheté donc la deuxième, celle-là. Celle-là, elle est encore plus radicale. Le livre est totalement blanc. Le seul moyen d'avoir un repère, le titre effectivement et le nom, c'est en fait un papier, une bande qui a été mis autour, donc on peut retirer à tout moment et retrouver le livre. Moi je me suis empressé bien entendu de jeter la bande, je sais que c'est Herman de Vries, ça me suffit, mais là aussi c'est intéressant, vous voyez, dépasser le mot, ici, je sais qu'il est de Herman de Vries, c'est pas besoin que ce soit écrit, et c'est encore mieux quelque part, pour moi, en termes de mémoire, et c'est un livre qui fait 362 pages, je dis ça de mémoire, totalement blanche, d'accord ? C'est un petit livre en format A5 à peu près. Et quelque part, ce blanc est surabondance. Donc vous voyez, là, il y a vraiment un basculement. Pour un occidental, ce n'est pas possible, ça. Le blanc, c'est du vide, basta. Pour un oriental, le vide, c'est du plein. C'est rempli de plein de trucs. Et à la limite, même pire, plus c'est vide et plus c'est rempli. Et il y a toute une tradition du vide, du manque, du rien, du fade, du presque rien, effectivement, dans la pensée, la philosophie asiatique, qui, à mon avis, apparaît ici d'une manière joueuse. Mais effectivement, moi, lisant ce livre, ce que je dis souvent, ça m'arrive de le lire régulièrement, je le prends, je le feuillette. C'est des pages blanches, hein. C'est des pages blanches, mais c'est des pages blanches qui vivent. Et alors, pire, c'est-à-dire, comment envisager que ce soit une collection ? Ça, ce serait intéressant, quoi. Comment est-ce qu'une page blanche pourrait être en soi une collection ? Est-ce qu'on peut collecter des pages blanches ? Ça ne sont que des pages blanches. On prend une ramette, c'est fini. On pourrait imaginer que chaque page soit informée, on vire dans la mystique, hein, mais que chaque page soit éventuellement informée ou que lui-même ait mis une intention dans chaque page. Mais je vais peut-être arrêter là parce que je ne sais pas où ça va m'amener. Je ne sais pas où ça va m'amener. Voilà. Bon, Polar Manguette, toujours. Ah oui, celui-là est amusant aussi. Bon. Allez. Didier B. Un si beau jour, mais mariage. Là encore, on pourrait faire un petit lien avec Bourdieu. C'est quasiment une petite enquête sociologique, mais enfin, ce n'est pas un très bon sociologue, hein, si c'est le cas. Il va aller au but de Chaumont, un dimanche, et il prend en photo tous les mariés qui se font photographier. Donc, il photographie les photographies. Hein. Il photographie les photographes en train de photographier les mariés. Et l'idée, bien entendu, vous voyez, c'est par le biais du vis-à-vis, de mettre en avant la dimension extrêmement protocolaire, très codifiée, là encore, de la photo de mariage. Hein. Le lac, l'arbre, la femme comme ci, l'homme comme ça, etc. Voilà.
Et là où il n'est pas très sociologique, il y a une dédicace, une introduction, une dédicace du livre. Le livre est dédié aux alternatives et au libre arbitre. Ça veut dire, il est limite en train de parler de l'échangisme, hein, en disant que finalement, ce bouquin est aussi une forme de critique implicite. Voilà, ainsi, l'individu a de multiples occasions de se marier, d'épouser un mode de vie et de style de vie avec des contrats plus ou moins aliénants. À lui de choisir dans l'éventail des images qui lui sont proposées, à lui d'être conscient ou non de sa conformité au comportement social prédéterminé qui lui est ainsi proposé ou imposé. Donc quelque part, derrière la dimension sociologique apparente, il y a un vrai propos politique derrière, qui est de années 60, qui est d'interroger la question du couple, est-ce qu'on est obligé, comment est-ce qu'on peut construire le rapport au couple, est-ce qu'on peut être à plusieurs en couple, bon. Ça, je laisse ça à chacun. Ça, c'est magnifique, mais j'ai passé, mais je pourrais y passer du temps. Bernard et Hilla Becher qui ont fait un très bon travail. Ça, c'est Boltanski avec, j'aime bien ce travail aussi, qui va collecter quelque part des règles et des techniques utilisées en 72 par un enfant de 9 ans, décrites par Christian Boltanski. Toujours des titres à rallonge quand même. Et par exemple, marcher au milieu des pavés. Qui n'a pas fait ça? Encore aujourd'hui, je vois encore les enfants font toujours ça. Vous savez, marcher en faisant attention aux lignes des pavés sur le sol, etc. Alors, je n'osais pas le dire. Moi, ça m'arrive de le faire, mais j'ai peur d'être un peu... Moi, je me fixe quand je marche... Moi, j'ai même des règles de marche. C'est-à-dire, quand je marche en ville, je me dis, alors attention, là, il y a une ligne qui arrive là-bas, tu dois faire au moins 3 pas avant d'arriver là. Il ne faut surtout pas que tu poses le pied sur la ligne, il faut que tu sois truc, machin. J'ai des exceptions à la règle, c'est-à-dire que si la ligne passe entre le talon et la paume, enfin c'est... Mais des règles comme ça, on peut en avoir beaucoup. Et c'est assez beau, je trouve, cette espèce... Vous voyez, par exemple, l'inventaire de ce qu'on n'a pas pensé à faire l'inventaire. C'est beau aussi, C'est pas scientifique, mais en même temps, c'est quand même utile. Il y a une vraie... il y a une vie comme ça, un peu souterraine, quelque part, qui n'intéressera pas la science, qui n'intéressera peut-être pas la sociologie pour des raisons XY, mais qui humainement nous intéresse quand même, et qui participe aussi d'une forme de vie comme ça, grouillante et palpable, et qui mériterait d'être... Et alors là, il y a un univers permanent comme ça, à déchiffrer, à défraîchir comme ça, pour aller trouver effectivement des éléments de la vie quotidienne. Sessenta Verdi Naturali de Maurizio Nanuti, c'est très simple, là aussi, une série totalement non exhaustive, avec des vers de plantes, des plantes qui vont être photographiées en plein cadre, et on a effectivement une espèce comme ça d'herbier, mais qui est un inventaire de différentes couleurs de verre de la nature. Ça pourrait se faire quasiment à l'infini. C'est assez beau, je trouve, c'est simple, c'est assez poétique, avec une reliure. D'ailleurs, on aura beaucoup de reliures en accordéon comme ça. Alors, Nanucci, Maurizio Nanucci. Voilà, Ulysse Carion qui va effectivement faire ici une retranscription de son carnet d'adresses. Mais au fur et à mesure que son carnet d'adresses s'organise, il va effectivement recréer des nouveaux fichiers, avec par exemple le fichier des gens que j'admire, le fichier des gens gris. Donc il va, au fur et à mesure effectivement qu'il réédite son carnet d'adresses personnel, là encore un objet d'inventaire un peu banal, il va s'amuser quelque part à recatégoriser l'inventaire lui-même. La question de la catégorie est bien entendu importante de ce point de vue-là. Bon, je fais des petites sélections. Ça, Arthur Penck, c'est pas mal, c'est des inventaires de signes. Après, c'est délicat presque de placer la limite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un livre d'artiste? J'ai dit tout à l'heure, c'est des pages. Et des pages de taille équivalente. Donc très vite, on va être tenté, on va avoir envie, et le livre va être le lieu finalement très fort pour faire des séries. Et alors, la série, c'est presque le moment... Moi, par exemple, je fais beaucoup de dessins. Bon, quand je fais un livre de dessin, est-ce que je fais une collection? Étant donné que j'ai des petits carnets, je fais des petits dessins, puis ensuite je prends mes dessins, et puis je fais un recueil. Quelque part, je pourrais volontiers considérer que c'est une espèce de collection. Des images que je vais faire comme ça, dans le métro, puis machin, etc. Et à la fin, ça fait une somme. Et de la même manière que tout à l'heure, j'avais dit, j'ai peur de rater un chewing-gum, j'ai peur de rater des dessins. Donc je vais avoir envie très vite d'avoir un petit carnet pour être sûr de ne pas oublier, pour être sûr de noter, etc. À quel moment, finalement, est-ce que cette notion de série, de sérialité du livre, va correspondre à la notion de collection, ou est-ce qu'elle va basculer plutôt dans une logique plus traditionnelle de série d'images? Est-ce que toute série d'images, pour un artiste, n'est pas déjà une forme de collection?
un atelier pour un artiste qui travaille en série. Quand Monet fait les séries des nymphéas, est-ce qu'il n'est pas déjà en train de collectionner des peintures de nymphéas? Voilà. La limite n'est pas forcément évidente à tracer. Gordon Matta Clark avec des séries de murs décrépits. Là, il faudrait connaître le travail de Gordon Matta Clark, mais c'est quelqu'un qui découpait les maisons. Un travail très puissant de Matta Clark, très physique pour le coup. Il prend des maisons abandonnées qui vont disparaître, il les découpe en deux. Un travail complètement fou, hein, un travail très très dur, etc. C'est à la même époque qu'il y a un petit peu les land art américains, où on va vraiment chercher des moyens très importants. Et là, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a ce travail de la découpe un peu dans le livre lui-même. Là aussi, c'est toujours intéressant de voir comment le livre permet de rejouer dans sa matière propre, le papier, la reliure, le machin, des logiques internes à l'œuvre de l'artiste lui-même. Alors ça, c'est Gordon Matta Clark, c'est super Matta Clark. C'est vraiment c'est un de mes artistes préférés qui est mort assez jeune, je crois, qui n'a pas eu du coup l'œuvre qu'on aurait pu attendre et avoir envie de voir après. On était avec Yves Klein la dernière fois pour les nouveaux réalistes, un peu pareil. Yves Klein, c'est pire, hein, qui est mort très très jeune. Gordon Matta Clark, vraiment super. Hein. Ça, c'est des photos de murs. Hein. Non, là, c'est juste que je pense que dans la construction même du livre, il y a un rapport au mur et à la découpe, dans ce geste quelque part de la découpe elle-même, quelque part de l'entre-deux. C'est moi qui interprète, hein, mais je pense que c'est une interprétation qu'on peut faire, elle est renforcée dans le livre à deux ou trois moments. Non, là, c'est juste la coupure du milieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a quand même la double coupure du milieu aussi, bien entendu. Hein. Oui, qui est très forte, hein, bien sûr. Donc on peut recomposer quelque part une nouvelle maison par des coupes successives. Bon allez, Daniel Buren, j'aime bien aussi cette collecte parce que c'est vraiment des actes très éphémères. Hein. Buren, vous savez, c'est les rayures verticales, etc. etc. Bon. Et le tout début, j'aimais bien, c'était très discret. Alors après, c'est devenu un peu moins discret. Hein. C'est très discret. C'était sur les murs d'affichage du métro, il venait poser une affiche de rayures. Donc, c'était une espèce de neutralisation du discours publicitaire, mais au profit de rien du tout. Hein. Il ne s'agissait pas de remplacer le discours par un autre discours. Il s'agissait simplement de marquer par un signe froid, neutre, anonyme. Hein. Buren, finalement, les rayures, rappelez-vous, c'est des rayures qu'il a trouvées au départ sur un tissu de store, sur un marché. Hein. Il voit un tissu de store, il dit « Ok, je vais travailler avec ça, je vais faire peinture avec ça. » Puis finalement, petit à petit, il dit « Ben non, ça va être mon signe. » Mon outil visuel, je vais travailler directement dans l'espace avec ça. Et le livre, c'est simplement la compilation de différentes interventions dans l'espace du métro, ici, de ces éléments. Donc c'est à la fois très simple, mais c'est un inventaire que moi j'aime bien. Hein. Cadrage, comme toujours, hein, très régulier. On est vraiment plutôt dans une école du protocole, du processus. Il n'est pas minimaliste ni conceptuel, mais il correspond à des écoles comme ça. Donc c'est toujours le même cadrage, le même type de propos et de projet. Le livre concentre ça. Toujours vertical, les rayures. Ah, toujours. Surtout pas horizontal. Non, toujours vertical, oui, c'est vrai. Non, mais j'exagère. Parfois, il en met dans l'eau, parfois, il en met sur des colonnes, ça peut bouger. Tchac, je vais passer Édouard Rucher, mais c'est quand même pas mal. Ça, c'est toujours... c'est tout bête, hein. Maurizio Nanucci, c'est des photos de maisons d'artistes qu'il connaît bien. Donc il voit ses potes, parfois c'est vraiment lié à la vie, hein. Il va voir ses potes, je vais aller voir Dick Higgins aux États-Unis, il prend une photo de sa maison. Et à chaque fois qu'il va aller voir un pote artiste, il prendra une photo, à la fin il a une collection de photos d'amis artistes, il a une collection, ça fait sens, ça fait livre. Peut-être tout simplement parce que ça n'a jamais été fait, peut-être parce que ça fait sens pour lui, etc. etc. Voilà, Denis Oppenheim, c'est un peu particulier, c'est un livre, c'est la même photo, c'est pas vraiment une collection du coup, je sais pas tellement, c'est la même photo répétée. Hein, il va répéter la même photo dans un livre en accordéon, vous voyez, on peut le déployer, et on va avoir comme un effet de miroir la répétition d'une même image. Mais on a quand même une construction linéaire et presque narrative, voilà. Je vais passer... bon, on va arriver sur les dernières images avec quelque part l'idée de la collecte plus que de la collection, c'est-à-dire notamment beaucoup d'artistes du land art. On va avoir beaucoup d'artistes du land art dans les années 60 qui vont s'approprier le médium du livre. D'abord parce que le livre est le lieu effectivement qui va permettre de documenter, d'archiver, de retranscrire des marches qui par ailleurs sont réalisées dans l'espace de la nature. C'est-à-dire tellement loin du musée, de la ville et du spectateur tout court. C'est des lieux la plupart du temps pour Richard Long ou Fulton qui sont des lieux où il n'y a que des chèvres hein, quasiment. Donc le livre va être une des possibilités aussi pour retranscrire et garder trace.
Le travail de Fulton est un travail très poétique finalement. Il traverse le paysage et il va comme ça faire un travail de collecte presque progressive d'éléments qui vont retranscrire un moment de marche. C'est des marches très intenses, hein, dans des pays lointains parfois, ou sur des durées très longues, 3, 4, une semaine de marche comme ça. Et ce qu'on va avoir, c'est des photos. Il y a une dimension presque un peu romantique dans le rapport au paysage, hein. Une photo, par exemple, avec une espèce de chemin, un texte qui indique le lieu, qui va indiquer la première fois qu'on l'a fait, vous voyez, première marche en 72, deuxième marche en 74, etc., etc. Et ici, une chose assez qu'on a tous peut-être aussi vécu quand on a marché pas mal, hein, c'est des espèces de vues de chemin comme ça. Donc on va avoir des livres qui vont compiler des routes. On va avoir une collection de routes, hein, une espèce de on the road permanent comme ça, où les routes s'accumulent dans le geste lui-même qui a consisté à les manger quoi, hein, et à les parcourir. Donc il y a une dimension ici très narrative quelque part, puisque les photos apparaissent dans la chronologie du temps aussi qui a vu leur apparition. Tac. Voilà. Dressé, je peux pas. Bon, il faut imaginer. C'est des lignes de crête. Pareil, je suis en montagne. Ici, il va saisir simplement les variations de la ligne de crête d'une montagne. Et il va retranscrire, par le dessin, effectivement, les différents moments de la marche par la retranscription de cette ligne de crête. C'est le seul élément presque graphique, hein, dessiné, qu'il va conserver de cette marche. Voilà. Ensuite, on aura tout un tas d'éléments écrits pour certains. Tremlet, c'est un peu particulier. J'aime bien. Alors celui-là est très spécial. C'est un livre dont le titre est A Walk Past Standing Stones. C'est un livre de collecte qu'il a fait au Pakistan, si je ne dis pas de bêtises, et qui a consisté à tout simplement aller dans des hôtels au fur et à mesure de son périple et de marquer le numéro de la chambre d'hôtel. Donc il y en a une bonne trentaine, et de marquer avec une feuille, avec un stylo, un détail de cette chambre. Donc c'est anodin, hein, c'est très, c'est assez mystérieux d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui travaille plutôt dans l'abstraction, dans son travail pictural par ailleurs, et ça va être par exemple un morceau de serrure, un bout de plancher, un élément du mur, etc. Donc la seule trace qu'il va conserver effectivement de ce moment et de ce lieu, c'est effectivement le numéro de la chambre et une petite forme qui aura pu émerger de ce moment et de ce lieu particulier. D'ailleurs, le livre est produit sur place, ce qui est important aussi, hein, je trouve, éthiquement presque par rapport à particulier, qui est un papier effectivement extrêmement tramé, qu'on ne trouvera que là-bas, avec un imprimeur qui imprime du coup d'une manière un peu particulière. On sent que les encres sont un peu approximatives, etc., etc. Voilà, on va être dans la même logique si Richard Long avec une marche en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, des menhirs. Donc on va faire une collection de menhirs qui vont être rencontrés au cours d'une après-midi de marche à travers la Bretagne, etc., etc. Understone, pareil, 100 pierres. Je fais une marche et je tombe sur 100 pierres. Je prends une photo de chaque pierre. Le livre, c'est simplement 100 pierres pour le titre, et ensuite, c'est des photos, pleine page de 100 pierres. Vous voyez là encore la dimension un peu poétique du presque rien, c'est-à-dire, certes, c'est 100 pierres, toutes les pierres sont équivalentes. Enfin, en brave occidental, normalement, on est d'accord, un concept est un concept, une pierre est une pierre. On ne va pas, normalement, comme ça, s'attarder trop. On fait 3 galets et puis on a compris. Lui, il va effectivement aller jusqu'à 100 galets, comme une manière de dire chaque galet. Vous voyez ce que je disais un peu tout à l'heure, chaque galet est absolument unique. Vous pourrez, si vous êtes attentif, repérer une forme, une trace, une tache, et porter cette attention particulière que le poète marcheur peut avoir vis-à-vis du monde, c'est-à-dire regarder chaque chose pour elle-même, en tant qu'individu, presque, j'allais dire, en tant que singularité, etc., etc. Ça, c'est un travail finalement très poétique, et que, je le redis, la collection va apporter. Bon, voilà, après, on est sur des livres qui sont un peu sur le même principe. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai au moins encore plein d'images à vous montrer, mais je pense que ça suffit. Alors, que vous dire pour résumer? Bah rien. C'est le livre collection, je l'ai dit un petit peu là. Pour moi, ça serait effectivement... j'aurais 2 choses peut-être à dire. D'abord, on pourrait dire qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'influence de la science. La science va être vraiment captée par les artistes.
Je l'ai dit, j'ai fait un petit pas de côté par l'université. Moi, je m'interroge parfois sur ce rapport à la science, parce qu'on l'a vu en fait que 9 fois sur 10, la science est plus reprise comme un protocole, mais elle n'est jamais vraiment effective en tant que science. Et c'est une question qui se pose aujourd'hui, que moi je trouve passionnante, intéressante, à laquelle les gens répondent en général plutôt par la négative. L'art n'est pas une science. Mais il faut savoir qu'au XXe siècle, tout le monde n'a pas été de cet avis. Et il y a des artistes qui ont tenté à plusieurs reprises dans l'histoire de l'art, et pour le coup, qui ont remis en question très fortement le culte de l'individu et de l'artiste en tant qu'ego, etc. Il y en a qui ont pensé et qui ont cherché à penser l'art comme une pratique scientifique à part entière. Voilà, on pourrait dire, par exemple, on pourrait s'interroger sur est-ce que Pujadas fait des bonnes images ou pas. Je suis désolé, j'en parle encore, mais est-ce que Pujadas fait des bonnes images ou pas? Moi, je pense que Pujadas fait des mauvaises images. D'accord? Et que, par exemple, la télé produit des mauvaises images. En tant que plasticien, on a un avis là-dessus. Et on pourrait dire que, presque, j'aimerais bien, je ne sais pas le faire, mais j'aimerais bien scientifiquement pouvoir dire à Pujadas, tu te trompes. D'accord? Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je pense que scientifiquement, j'aimerais arriver à lui démontrer qu'il se trompe. Alors c'est compliqué, mais on pourrait avoir envie de lui montrer les bonnes images, de lui dire voilà comment tu devrais peut-être faire, tu cadres pas bien, tu devrais cadrer comme ça, tu devrais peut-être prendre plus de temps pour faire tes séquences, quand tu parles, n'utilise pas ces mots-là, j'en sais rien. Il y aurait moyen peut-être de démonter presque sociologiquement, ou en tout cas formellement, dans l'apprentissage palpable de la technique du photographe ou du cinéaste. Godard a essayé de faire ça à une époque, hein. Voilà, montrer, je crois qu'il avait fait une séquence, j'avais beaucoup aimé à une époque, il était interviewé par justement au JT du soir, et le JT, le type commence à lui dire, votre dernier film, etc. Godard n'en parle pas du tout, il lui dit, moi je pense que vous ne faites pas du bon travail. Et là, il se lève et il va derrière le présentateur, du coup, il est coupé, on ne le voit plus, le présentateur est cadré comme ça, on sent qu'il ne comprend plus, et Godard explique que ce n'est pas un bon cadrage, que pour faire un bon JT, il ferait mieux de faire comme ci ou comme ça, etc. Et c'est intéressant, parce que cette question-là, quelque part, c'était aussi la question qu'il y avait à l'université dans les années 60. On cherchait à s'interroger sur, quand on a créé Saint-Charles en 68, l'université d'art plastique, on s'interrogeait aussi sur la dimension scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu d'actualité aujourd'hui aux Beaux-Arts, parce qu'on est de plus en plus justement questionné sur l'homogénéisation des trajectoires universitaires européennes, qui sont beaucoup liées à l'université. Et l'université pose ces questions de l'article, du savoir scientifique, de la mise en commun, etc. Des choses que par ailleurs aux Beaux-Arts on se posait moins. Je ne sais pas si je suis très clair ici, mais c'est des débats en tout cas qui ont lieu aujourd'hui. Et que je redouble moi par le fait que quand j'ai fait une thèse effectivement à la fac, j'étais très déçu parce que certes on écrit beaucoup à la fac, on pense beaucoup par le livre, mais on produit peu. Et que quelque part, malheureusement, les arts plastiques ont été un peu mangés par les dispositifs scientifiques, je ne sais pas, des sciences humaines en général, mais qui ne sont pas tout à fait ceux des artistes. Nous, on produit des images, on ne produit pas du texte, a priori. Alors, je ne sais pas si c'est très clair tout ça, mais c'est des enjeux moi, que je trouve intéressants. Et quand je vois des artistes qui s'approprient la question de la science ou qui vont vers elle, on peut essayer de voir jusqu'où ils vont, pourquoi, comment. On voit qu'ici, quand même, très souvent, la question de la science, elle est avant tout un protocole qui est remis au service de la poésie, quand même, hein, et d'une poétique de la sensibilité, de la perception, etc. Bon, je ne résume pas le projet, là, hein, mais, parce que ça marche pour certains, ça marche moins pour d'autres. Mais ça pourrait être éventuellement un questionnement qui pourrait être soulevé par la question de l'inventaire et de la collection. Voilà. La deuxième résonance, et puis je terminerai là-dessus, c'est vraiment moi ce que j'affectionne quand même, c'est cette idée du rapport au réel. La collection est le lieu d'un rapport renouvelé au réel. Étrangement, faire en série, c'est voir le singulier. On l'a vu avec Boltanski, on l'a vu avec le Land Art, on le voit finalement avec un peu tous, un peu moins avec Buren, peut-être un peu moins avec certains, etc. Mais ce rapport à la singularité, au temps présent, finalement, il est extrapolé par la collection. Oui? Oui, Bonjour. merci pour ce moment. Est-ce que tu peux nous redonner, nous préciser ton idée de la nuance ou de la différence entre la sérialité, Oui. la collection, la collecte? Ah oui. Sérialité, la série, voilà. Alors, la série, elle a une dimension plus mathématique, pour le coup plus scientifique aussi, plus protocolaire. J'aurais pu faire un travail sur la série, mais ça aurait été effectivement déjà un chapitre différent. Je ne sais pas si on va voir à la même époque les livres d'artistes de Sol Lewitt, des minimalistes américains, pourquoi pas de Buren déjà. On voit que la question quelque part de la collecte, au sens un peu bucolique ou même de l'inventaire, au sens un peu muséographique du terme, est dépassée par des logiques effectivement de sérialité plus formelle, plus mathématique. Quand on bascule dans l'abstraction, par exemple une série de peintures abstraites, on va avoir beaucoup de peintres qui font des séries de peintures abstraites,
je dis n'importe quoi, mais une rouge, une bleue, une verte, avec toujours un carré, ou alors quand on a Sol Lewitt qui va chercher à faire toutes les différentes possibilités d'images à partir de lignes verticales, horizontales, rouge, bleu, vert, je ne sais pas si je suis clair, on va avoir des règles comme ça très explicites, et un déploiement ensuite de toutes les variables possibles à partir d'eux. On sent bien que la question de la série, elle est prise, elle est voilà, travaillée par quelque chose qui est beaucoup plus comme l'accomplissement. Là, pour le coup, les séries peuvent très vite être relativement exhaustives. C'est l'accomplissement d'un protocole initial, plus que vraiment la découverte dans le fruit. Le hasard, par exemple, est très vite peut être un peu évacué, quoi. Il y a un protocole qui est placé au départ, et la série va être le déploiement de cette logique qui est quand même contenue déjà dans la règle du jeu du point de départ. Voilà. C'est une réponse, je pense qu'elle vaut ce qu'elle vaut, elle serait sûrement à nuancer. Après, je pense qu'on pourrait faire une différence entre la collecte et l'inventaire. L'inventaire, à mon avis, vise à l'exhaustivité. La collecte ne vise pas à l'exhaustivité. La collecte et la collection a une dimension beaucoup plus poétique au sens du hasard. Je tombe sur ce que je tombe, je trouve ce que je trouve, je garde ce que je garde. Tout n'est pas... Voilà, hein, il y a un plaisir quelque part renouvelé et presque infini de la collection que l'inventaire, à mon avis, aura tendance plutôt à mettre à distance. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous avez faim peut-être aussi. Une dernière alors. Hein. Allez, puis on s'arrête là. Un petit détail, quand tu as commencé à parler de la collection, j'ai pensé tout de suite, enfin bêtement, que la collection, c'était toujours la collection de Pinot, la collection des riches. Ah oui, oui. Donc du coup, je viens d'apprendre un truc génial, que du coup, c'est la collection d'une individualité. Oui. Un regard, une volonté, d'un projet. Bien sûr. Et pour moi, c'est comme une révolution. Ah oui. Oui. C'est ce qui paraît anodin, finalement, c'est extraordinaire parce que, comme tout le monde, je pense, sauf ceux qui sont plus dans la recherche, mais voilà, j'apprends que la collection, c'est pas que les riches qui collectionnent. Non, non, c'est non, pas non. les puissants. Non, non. Et c'est voilà, la puissance, la créativité, c'est-à-dire. Ouais, la collection, c'est la construction d'un regard. Hein. Moi, je pense qu'on peut le voir comme ça aussi. La collection, c'est l'instrument très vif et très efficace. Je vous conseille à tous d'avoir des collections. L'idée, c'est qu'il ne faut pas, je parlais du côté pulsionnel, je vais finir là-dessus, du côté pulsionnel de la collection, il ne faut pas se faire manger par la pulsion. C'est-à-dire qu'à un moment, ça reste une collection. Et il y a des collectionneurs qui deviennent fous, honnêtement, hein, deviennent obsédés par leur collection à tel point, quelque part, que ça mange tout et que ça devient un instinct de propriété. Par exemple, on parle des collectionneurs. Moi, ça me pose toujours problème, quelque part, quelqu'un qui va vouloir s'approprier un objet absolument. Et c'est ça qui est bien avec le livre d'artiste, quelque part. C'est s'il y a collection, d'abord, c'est collection du dérisoire. Et d'autre part, c'est une collection qui très vite peut être redonnée aux autres, puisqu'elle peut très vite être publiée, vous voyez, reprogrammée, refaite, etc. C'est bien quand la collection, finalement, quand on refait basculer le désir comme ça, pulsionnel, dans un désir de faire corps, de faire somme, et de diffuser un peu à tous, de faire don, quoi, quelque part. Ouais. Oui, parce que c'est de la série ou de la sérialité? Ah, c'est sérialité. Enfin, oui, oui, alors attends, sérialité, pardon. Alors là, je ne sais plus. Ah oui, oui. Oui, c'est des... Sérialité, ça sonnerait bien. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi la différence avec série. Ouais. La série serait close. La sérialité, elle est peut-être sans fin. Oui, alors je ne sais pas. Ouais.